à la Cantorade. Venez avec nous sur Radio Laser prendre de la hauteur et du recul sur les interrogations multiples que nous et vous nous posons toutes et tous. Critiquons, proposons, réfléchissons dans l'humour et le respect. Explorez pendant un mois, chaque semaine, un sujet pertinent avec toujours un invité expert. Bonjour à toutes et à tous sur Radio Laser, à la Cantorade Science, et nous allons parler, comme tous les mois, de quelques articles du dossier de la revue Science Ouest de l'espace des sciences à Rennes. Nous allons en parler avec Marion Guillemin. Bonjour Marion. Bonjour. Nous allons parler des dinosaures, de l'hydrogène à l'état natif et de cet intérêt, est-ce qu'il y en a en Bretagne, et puis nous parlerons aussi de Notre-Dame de Paris et cet incendie qui a eu lieu il y a 5 ans. Bien, on verra qu'il a amené à des études, à des travaux, à des questionnements divers. Alors tout d'abord, parlons des dinosaures. Les dinosaures sont apparus il y a 250 millions d'années à peu près, et ils se sont éteints il y a 60 millions d'années, peut-être par un astéroïde, peut-être par un astéroïde, j'ai bien dit, peut-être par des éruptions volcaniques ou une éruption volcanique géante. Je vous laisse la parole, Marion, pour nous présenter cela. Merci beaucoup. Oui, effectivement, on a voulu revenir sur la grande histoire des dinosaures dans Science Ouest à l'occasion des 30 ans du célèbre film Jurassic Park. Que vous connaissez sans doute, voilà, donc c'était pour nous, ce sont des animaux qui fascinent à la rédac, mais qui fascinent le grand public. Oui. Donc c'était une occasion pour nous de revenir sur leurs origines, l'incroyable diversité des espèces qui existaient, voilà, parce on a souvent en tête des grands dinosaures assez gigantesques, même plus que grands, en tête, alors que finalement il y en avait aussi des très petits, il y en avait de toutes les tailles, voilà, de différentes, qui vivaient dans différents environnements. Donc on a voulu revenir vraiment sur les définitions aussi, sur les groupes de dinosaures. Oui, il y a un très beau tableau qui résume un petit peu. Oui, voilà, les choses, page 18, chronologique, 19, je crois. Parce que finalement, effectivement, ils ont quand même arpenté la Terre durant plus d'une centaine de millions d'années, donc ils sont restés un sacré bout de temps, donc ils ont aussi évolué, donc on est revenu sur tout ça, sur leur histoire. On a aussi consacré 2 pages sur la façon dont les scientifiques les étudient, parce qu'ils ont disparu, mais alors comment on fait pour comprendre, comment on fait pour étudier des animaux qu'on n'a pas connus et qui ont disparu il y a très longtemps. Donc on nous explique, les scientifiques nous ont expliqué que voilà, ils étudient évidemment les fossiles, mais pas que. Il y a aussi beaucoup de traces de vie, il y a des empreintes, des nids ou aussi des excréments fossilisés. Ouais. Donc il y a toute une panoplie d'indices qui peuvent témoigner de la présence de dinosaures à tel ou tel endroit. Et puis aussi, ils observent les couches sédimentaires qui sont riches en fossiles, bien sûr, qui permettent en fait de mieux comprendre l'environnement dans lequel certaines espèces pouvaient vivre. Donc, on a vraiment parlé de la méthodologie scientifique aussi pour les étudier. Le fait qu'ils étaient grands aussi a permis de garder beaucoup plus de traces. Les tout petits dinosaures, beaucoup moins, je crois, c'est ça ? Oui, c'est ça, en fait. Les gros fossiles de dinosaures, en fait, se conservent mieux et sont donc plus facilement échantillonnés que des espèces plus petites. Donc voilà, donc c'est aussi pour ça que ce sont ceux qui sont souvent les plus représentés. D'accord. Voilà. Et puis il y a la technique aussi qui évolue grandement. On parle les scans, voilà, ce qui permet de représenter des structures internes des fossiles en 3D. C'est ça. Voilà, c'est hyper intéressant de voir comment finalement on leur redonne vie quelque part. Et quelque puis part, bien sûr, on a parlé de pourquoi, on a posé la question de pourquoi ils nous fascinaient tant. Comment on fait aussi, il y a quand même beaucoup de questions, comment on fait pour savoir à quoi ils ressemblaient, parce que je parlais des fossiles. Pourquoi ils nous fascinent tant voilà, je vais laisser la lecture répondre, sinon je vais tout expliquer, mais il y a beaucoup de choses. Marion ne dira pas. Il y a beaucoup de symbolique en fait autour au terme de dinosaures, et puis psychologiquement aussi dès l'enfance, il y a pas mal de... C'est un phénomène vraiment intéressant de fascination. Il y a un travail intéressant
intéressant aussi, c'est comment savons-nous à quoi il ressemblait, à partir du squelette et tous ces aspects-là aussi. Exactement. Ouais. C'est important. Et puis on apprend que bien sûr, on en a encore beaucoup à découvrir. Absolument. Et comme vous le disiez tout à l'heure, effectivement, on ouvre le dossier sur cette grande question de leur disparition. Alors quand on dit disparition, attention, il reste encore des petits dinos, si je peux le dire comme ça, parmi sous nos têtes notamment. Voilà, c'est ça. Les oiseaux sont leurs descendants, mais effectivement, la science n'a pas encore tranché sur l'événement qui aurait vraiment causé leur perte. Alors on dit quand même que ce sera un astéroïde dont on a retrouvé l'impact au Mexique, je crois, c'est ça? Mais en fait, les deux événements le volcan. ont existé, mais de savoir lequel est vraiment responsable de leur disparition, c'est beaucoup plus complexe à déterminer. Donc voilà, mais du coup, on revient sur ces deux catastrophes finalement. C'était il y a 66 millions d'années quand même, leur disparition. Alors par contre, il y en a certains qui ont survécu, les tout petits et qui avaient des plumes, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà, donc disparu avec des guillemets. Oui. Bon, en tous les cas, je vous invite vraiment à découvrir l'ensemble du dossier. L'idée, c'était vraiment de revenir sur leur histoire et sur qui a été, on a titré un dinosaure, une histoire mouvementée, qui a quand même eu pas mal de tournants et comment en fait les scientifiques s'emparent de ce sujet. Et finalement, eh bien, en Bretagne, il y a pas mal de chercheurs et de chercheuses. Oui. En feuilletant, là, avant qu'on passe au suivant, à l'article, un autre article, je lisais, suite à l'interview de Yannick Outremont, qui est enseignant-chercheur en agro. La pression de l'immédiateté nous fait parfois perdre le sens de ce que l'on fait. J'ai bien aimé cette expression. Une parenthèse. Bien, donc on passe maintenant à l'hydrogène, Marion, peut-être? Oui, alors l'hydrogène, on parle de l'hydrogène blanc. Ah oui, alors c'est quoi l'hydrogène blanc? Alors l'hydrogène blanc, finalement, c'est l'hydrogène qui peut être extrait directement dans le sol. Donc l'hydrogène est quand même, on en parle beaucoup, c'est un gaz qui est vraiment prometteur parce qu'il n'émet pas de CO2 lorsqu'il est utilisé, contrairement aux hydrocarbures. Mais aujourd'hui, il est quand même produit de manière industrielle, donc à partir d'énergie fossile, et donc à partir de procédés, il fait appel à des procédés très polluants. Donc l'idéal, ce serait quand même de pouvoir l'extraire du sol, qui est extrêmement moins coûteux et qui, du coup, en fait, il est, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, on l'explique bien dans l'article, mais c'est un gaz qui se forme naturellement dans les roches du sous-sol à partir de l'eau. Donc on a un géologue qui travaille à Géosciences à Rennes, à Losure, sur le campus de Beaulieu, qui nous a expliqué le procédé naturel en fait. Donc c'est vrai qu'il y a un intérêt, et donc bien sûr il y a plusieurs industries. Mais il faut que la roche soit radioactive, je crois, c'est ça. Alors en fait il faut vraiment plusieurs conditions effectivement géologiques pour qu'on puisse avoir une l'électrolyse intéressante aussi et rentable pour que ça puisse être élevé. Donc en fait on a fait un petit peu le point parce que il y a plusieurs entreprises depuis quelques années qui sondent les sols de plusieurs régions dans le monde. Il y a plusieurs gisements au Mali d'hydrogène natif, et en Bretagne il commence à y avoir des réflexions et donc différentes. Alors il y en a en Bretagne, oui. Et justement donc il y a un intérêt pour aller en chercher, mais d'après Philippe Boulevet que je citais tout à l'heure, la géologie en fait de la région ne serait pas favorable en fait à la formation ou à l'existence d'un gisement pour qu'il y ait une exploitation rentable. Il y en a, mais les conditions géologiques ne vont pas dans ce sens-là. Donc c'est intéressant parce que ça permet d'expliquer l'intérêt, bien sûr, de l'hydrogène blanc. Ça nous a permis nous aussi de comprendre comment ça fonctionne dans nos sous-sols, et donc de faire un peu le point sur la situation en Bretagne, qui a priori, d'après les géologues, ne serait pas le bon terrain, on va dire, pour en extraire. Voilà. Donc c'est un faux espoir, c'est une fausse alerte. D'après les scientifiques. Oui. D'accord. Mais bien que c'est intéressant, l'utilisation de l'hydrogène, bien sûr. Oui, tout à fait. Parce que ça n'induit pas. Mais c'est vrai que ça montre aussi l'importance de
connaître finalement le terrain avant même d'aller l'exploiter. Oui, parce que on le sait, combien de fois il y a un petit foncé chou blanc, et là je trouve que c'est intéressant de montrer l'utilisation de que l'hydrogène, la bibliographie finalement est suffisamment serait suffisamment conséquente pour expliquer que l'utilisation de l'hydrogène ne permet, enfin, quand on l'utilise, en tout cas, il n'y a pas production de gaz carbonique. C'est un élément intéressant, mais bon, comme vous l'avez dit, il y a de l'hydrogène blanc, il y a de l'hydrogène vert, il y a de l'hydrogène. Voilà, exactement. Selon l'origine, quoi. Voilà, exactement. Ok, maintenant on parle de Notre-Dame de Paris. Oui, alors on a consacré un grand angle à ce sujet parce que ça reste une date qui est annoncée. La réouverture est prévue en décembre 2024 au public. Décembre, c'est mois de décembre. Ah oui, d'accord. Oui, c'est ça. Donc ça va arriver quand même. Et l'idée, c'était de faire un petit peu le point aussi sur comment le chantier a pu s'articuler, parce qu'on en a beaucoup parlé, des chercheurs qui allaient sur le terrain, et il y a des Bretons, bien sûr, donc c'est pour ça aussi qu'on en parle. Il y a quand même eu 200 chercheurs qui sont venus. Alors le tout a été coordonné par le CNRS et le ministère de l'Agriculture, et nous, on a vraiment voulu faire le point sur la façon dont la recherche s'est articulée en fait avec le chantier. Oui, avec les maîtres d'œuvre, c'est ça. Voilà, exactement. Et donc c'est très intéressant parce que justement leur temps n'est pas le même. Finalement, les échéances pour la recherche ne sont pas les mêmes que pour la reconstruction. Donc c'est vraiment deux mondes parallèles et ça a permis de pointer différentes divergences et c'est vraiment intéressant. Mais malgré tout, voilà, ça a été c'est quand même pour les scientifiques une occasion. Ça a été une opportunité finalement énorme de pouvoir étudier différentes choses. Alors j'essaye de pas trop spoiler le sujet. Voilà, mais l'article était un peu critique en disant, enfin par rapport à ce qui s'est passé, en disant que ça s'est fait en partie, en l'absence des chercheurs, en partie en tout cas. Bien sûr, c'est par rapport au délai justement. Ça nous demandait 2 ans. Le temps que les recherches, le projet de 5 ans, c'est énorme. Oui, bien sûr. Exactement, voilà, c'est ça. Et justement, ça montre à quel point la recherche prend du temps et que il y a d'autres délais à respecter. Le temps de la recherche n'est pas toujours le même temps que celui d'un maître d'œuvre. Et on a beau essayer de comprimer. C'est pas évident non plus. Oui, tout à fait. Non plus. Alors, la question de science, ça c'est Michel Cabaret. Pourquoi les manchots n'ont pas froid? Eh bien, écoutez, vous lirez ça. Et puis, il y a quelques livres intéressants, notamment les cellules buissonnières. Ce sont des cellules qui ne partagent pas toutes le même ADN et certaines sont étrangères provenant d'autrui. Vous pourrez voir ça. L'album de famille aussi, qui est la reconstituant de squelette et l'analyse d'ADN ont permis de modéliser le corps et les visages des premiers hommes. Donc tout ça, vous avez les références dans Science Ouest. Est-ce que l'on a oublié quelque chose, Marion? Bien sûr, il y a bien d'autres articles. Il y a beaucoup de choses. On va pas tout dire. Bon. Non, pas du tout. Donc on rappellera que vous pouvez trouver Science Ouest à l'Espace des Sciences déjà, et dans un certain nombre de lieux de presse de Rennes et d'ailleurs, c'est ça? Oui, tout à fait. Et puis sur le site. Sur le site internet, vous pouvez le commander et le recevoir directement dans votre boîte aux lettres. Voilà. D'accord. Bon, mais on a fait le tour. Marion, on se retrouve. Je pense, oui. J'espère que le numéro plaira avec la belle photo un voyage dans le temps. de dinosaure une belle tête de dinosaure là, une histoire mouvementée, l'histoire des dinosaures entre autres, et donc vraiment comme toujours un numéro de Science Ouest intéressant, et on apprend beaucoup de choses. Marion, on vous remercie beaucoup. Merci à vous. Oui, on se retrouve donc le mois prochain pour le dernier numéro de l'année. Ah bah oui, tiens, c'est vrai. Déjà, ça. décembre. Oui. Donc il va sortir à au tout début du mois de décembre, c'est tout ça? Tout à fait. Hein? Exactement. D'accord. Exactement. Ouais. Marion, je vous souhaite beaucoup de courage pour la mise au point de ce dernier numéro de Science Ouest de l'année. On se retrouve donc au tout début décembre. Avec plaisir. Au revoir à toutes et à tous. On vous souhaite un très très bon week-end et encore merci à Marion pour cet entretien mensuel que nous avons. Au revoir, merci.